J'ai fait une erreur en pensant que des organisations mues par la recherche de leur intérêt privé, en particulier les banques et autres organisations de ce genre, étaient, pour cette raison, les mieux à même de protéger leurs actionnaires et leurs investissements. J'ai découvert une erreur dans le modèle dont je pensais qu'il expliquait la structure fondamentale du fonctionnement du monde tel qu'il est. André Orléans, bonjour. Bonjour. Cette phrase, c'est une phrase d'Alan Greenspan, qui nous fait donc un mea culpa. C'est ça. Elle est issue de votre ouvrage De l'euphorie à la panique, penser la crise financière. Ouvrage majeur, RSMAP, Presse de la rue d'Ulm. Ce que vous nous expliquez, au fond, c'est qu'il y a un problème avec la notion de valeur. C'est ce problème dont nous parle Alan Greenspan. Il s'est trompé. Voilà. Et vous allez nous expliquer pourquoi il s'est trompé. Oui, il y a en effet la croyance qu'avait Alan Greenspan, qui était plus une croyance, qui était une politique, pendant des dizaines d'années, était fondée sur l'idée d'efficience financière, était fondée sur l'idée que les mécanismes financiers, les mécanismes de spéculation, les mécanismes d'arbitrage étaient les bons mécanismes pour allouer le capital. Et donc, c'est vraiment ce qui était aux bases de sa politique. Et ce que j'essaye de montrer depuis un certain temps, c'est qu'il n'en est rien, que les marchés financiers ne sont pas efficients. Et une des raisons de un des concepts centraux, c'est le concept de valeur et de valeur des actifs. Chez Alan Greenspan, comme dans la théorie néoclassique, il y a l'idée que derrière les actions ou derrière les obligations, il y a une vraie valeur, une valeur qu'on peut calculer, qui est une valeur qu'on dira objective, on parle de valeur fondamentale, et il laisse au marché le soin de la révéler. Or, ce que je défends, c'est qu'il n'existe pas de vraie valeur, de valeur fondamentale, et que c'est les marchés eux-mêmes qui produisent l'évaluation, en quelque sorte sui generis, sans qu'il y ait derrière une espèce de référent objectif. Et donc, on doit s'intéresser aux logiques financières, aux logiques d'opinion financière, parce que ce sont elles qui produisent la valeur. Alors, j'évoquais cet ouvrage. Depuis, on a eu l'empire de la valeur. Vous proposez de refonder l'économie. Vous appuyez notamment sur René Girard, sur cette idée qu'au fond, ce sont des rencontres il y a un désir mimétique qui fait émerger la dite valeur. C'est ça. Oui, alors c'est vrai que refonder l'économie, j'ai toujours eu un doute en écrivant ce terme, parce que c'est quand même évidemment un peu ambitieux. Mais bon, voilà, je pense qu'en effet, cette question de la valeur est centrale. Et elle est structurante pour toute la théorie aujourd'hui, la théorie qu'on appelle néoclassique, qui vient de Walras, qui vient de la révolution marginaliste. Et donc, cette révolution marginaliste, elle date des années 1870. Donc, c'est une théorie qui, depuis 140 ans, n'a pas du tout évolué. Enfin, elle reste la même dans ses fondements. Et oui, je pense qu'il y a un problème dans cette vision substantialiste de la valeur, et qu'on doit essayer, et je crois que les faits montrent que ça nous amène à un certain nombre d'impasses, et donc j'essaye de proposer un autre chemin que celui-ci. Bien sûr. Alors, la valeur, la monnaie, on circule toujours. Vous évoquez Marx, vous évoquez Walras. Voilà, comment tout ça s'articule. La monnaie, c'est violence, c'est ce que vous nous avez déjà expliqué avec Michel Aglietta. Oui, c'est ça. Et ce que j'essaye de montrer, c'est que la théorie néoclassique, donc marginaliste, a un problème avec l'intégration de la monnaie. Elle n'arrive pas fondamentalement à intégrer de manière satisfaisante la monnaie, parce que sa vision est essentiellement, comme nous le savons tous, une vision contractualiste, une vision qui part des acteurs privés. Les acteurs privés, par le jeu de l'offre et la demande et des marchés, construisent une société harmonieuse. C'est ça le paradigme central de la théorie walrasienne ou de la théorie libérale. Et ce que j'essaye de montrer, c'est que ce qui fait le ciment de la société, ce n'est pas ces préférences pour les marchandises qui constituent la société marchande, mais c'est le désir de monnaie. Et que c'est ça qui est au centre de la construction du corps économique, et que ce désir de monnaie est particulier parce que c'est un désir collectif. Et c'est un désir propre à une communauté qui se reconnaît dans certains signes de valeur, donc la monnaie. De ce point de vue-là, il y a donc une rupture très nette par rapport au modèle walrasien, dans la mesure où la dimension sociale et politique est première dans l'analyse que je propose, puisque le ciment qui fait l'économie de marché, c'est une croyance collective dans la monnaie. Et ce modèle-là est évidemment très différent
dans ces concepts d'un modèle qui voit dans les arbitrages privés, dans les préférences individuelles, et dans le contrat, ce qui fait le ciment de la société. Donc il y a là un enjeu tout à fait massif. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je propose toujours une articulation étroite avec les sciences sociales, parce que ce sont les sciences sociales qui, dans leur tradition, ont le mieux pensé les faits sociaux collectifs, ces croyances collectives. Et je crois que l'économie a un grand intérêt à pouvoir s'appuyer sur ces travaux, ce rôle des représentations collectives, des croyances collectives qui sont au fondement de nos économies, que ce soit dans la confiance de la monnaie, que ce soit dans la confiance des marchés, que ce soit dans l'état d'esprit général, dans l'état de confiance, comme le disait Keynes. Bien sûr, vous évoquez souvent le marché de l'immobilier, par exemple, en disant attention, c'est l'exemple type d'un marché où la croyance collective joue un rôle absolument déterminant. Oui, surtout qu'il est, comme nous le savons tous, il est à la base de la crise financière de 2007-2008. Et en effet, ce marché de l'immobilier, j'essaye de montrer que ce marché de l'immobilier, comme les marchés financiers, comme les marchés de change, sont en fait des marchés très différents des marchés de marchandises. Il y a eu l'idée ces dernières années d'essayer d'identifier les deux formes de marché, de penser qu'il y avait, au fond, la loi de l'offre et la demande, eh bien, elle valait pour tous les marchés et que l'on pouvait appliquer au marché financier ou au marché immobilier les mêmes propriétés autorégulatrices qu'on connaissait dans la loi de l'offre et de la demande pour les marchandises vulgaires. Et en fait, je soutiens avec force qu'il n'en est pas du tout de même. Et je prends toujours ce petit exemple pour essayer de me faire comprendre, c'est qu'une des bases de la loi de l'offre et de la demande, c'est que la demande baisse quand le prix augmente. C'est ça qui produit toute l'autorégulation des marchés de marchandises et qui en font un pilier de la pensée libérale. Mais ce que je dis, c'est que sur les marchés financiers, il n'en est pas du tout ainsi. Le prix peut tout à fait augmenter et la demande augmenter. Ou de même, le prix peut baisser et la demande baisser. C'est précisément ce qui produit soit les bulles, soit la panique. Or, si il en est ainsi, on ne peut plus faire confiance dans l'autorégulation financière. Et on revient ici à ce que disait Alan Greenspan. Parce que ces propriétés d'autorégulation et d'efficience qui étaient la justification du rôle des marchés ne sont pas valables pour les marchés financiers. Les marchés financiers sont d'une autre sorte et donc on ne peut pas leur appliquer la même théorie que la théorie des marchés de marchandises. Bien sûr, on est typiquement dans les marchés au fond à court terme, en tout cas au moins, ont toujours tort. C'est-à-dire que c'est la demande, sécrète elle-même la demande, et plus ça enfle, plus on espère que ça va continuer à enfler, et on part en avant, dans une fuite en avant, comme ça, la fameuse euphorie qui se transforme un jour en panique. Mais ça n'est pas forcément le seul mode de fonctionnement. Je veux dire, l'opinion collective qui prévaut sur les marchés financiers peut de temps en temps se stabiliser. Et donc on connaît tout à fait des périodes disons, de calme ou des périodes dans lesquelles le prix financier stabilise l'économie et est en phase avec l'accumulation du capital. Donc le modèle que je propose, ce n'est pas un modèle de crise tout le temps, de crise systémique, c'est un modèle qui offre la possibilité de plusieurs types de régimes. Il peut y avoir des régimes avec ce que j'appelle des conventions financières qui stabilisent les croyances et qui font que pour une grande période de temps, le marché financier offre des services acceptables. Mais il y a d'autres régimes, ces régimes d'euphorie, les régimes de bulle, quoi. Oui. Et ces régimes, ils sont intrinsèques à son développement. Donc ils sont toujours présents. Et donc, il faut vraiment s'en méfier et on ne peut pas dire, comme Alan Greenspan s'en est aperçu, qu'il fallait tout laisser au marché et croire que tout allait bien fonctionner. D'ailleurs, on a une preuve un peu empirique de ce rôle fondamentalement, je dirais, instable des marchés financiers dans le fait que dès que les marchés financiers ont été inventés, les bulles sont apparues. Puisque la première bulle, la bulle des tulipes du XVIIe siècle hollandais, apparaît dès le moment ou très peu de temps après la naissance des marchés financiers. Il y a quelque chose qui est intrinsèquement, il s'agit bien, en fait, entre guillemets, d'équilibre de ce type de dynamique. Ce type de dynamique peut produire et produit systématiquement de l'euphorie. Et on l'a vu aussi au cours de ces 30 dernières années, car dès lors qu'on a libéralisé et déréglementé les marchés financiers, alors on a vu apparaître, c'est-à-dire à peu près le milieu des années 80, on a vu apparaître à nouveau des problèmes récurrents, crise mexicaine, crise LTCM, crise Internet, etc. Donc on voit bien que et on en aura d'autres. Ne croyez pas qu'on a fini. Je ne le crois pas. on en aura d'autres parce que c'est dans le processus financier lui-même une de ces formes paradigmatiques.
Bien sûr. Alors, il y a des conséquences sur les politiques monétaires, par exemple, sur comment vous jugez la manière dont aujourd'hui on a géré le post-crise, on a géré voilà, la politique actuelle. Alors, d'abord, je dois dire, pour dire la vérité, c'est qu'on ne passe pas directement, n'est-ce pas, de ces réflexions générales sur la monnaie et sur la finance à une politique macroéconomique. Hein. Bien sûr. Moi, je suis plutôt un spécialiste des questions financières et monétaires, et je vois bien que pour ce qui est d'une politique macroéconomique, ça demande d'autres outils, ça demande de connaître bien la macroéconomie. Donc, méfions-nous, disons, d'un passage qui pourrait être, oui, d'aller trop vite. Alors, les enseignements que je peux tirer par rapport aux propositions très générales que j'ai indiquées sont des propositions aussi très générales. La première, me semble-t-il, c'est le lien en quelque sorte intrinsèque qui existe entre la monnaie et le politique et le sociopolitique, ce que j'ai dit dès le départ de notre entretien. Donc je dirais qu'une bonne monnaie, parce qu'elle a cette condition d'être une croyance collective, doit reposer sur une expression politique. Et que aujourd'hui, un des problèmes de la BCE, mais je crois que je ne dis pas une nouveauté extraordinaire en le disant, mais un des problèmes de la BCE, c'est cette rupture, le fait qu'il n'y ait pas de souverain politique au sein de l'Union européenne qui soit de même niveau que la Banque centrale européenne. Et c'est cette raison qui conduit la Banque centrale européenne et l'euro à être ce que j'appelle avec d'autres une monnaie incomplète. Donc voilà une première proposition sur laquelle on pourrait réfléchir plus avant. Le deuxième, c'est sur les marchés financiers eux-mêmes et donc sur la politique monétaire, au sens où cette inefficacité structurelle des marchés financiers demande une attention particulière. Une des voies qui pourrait être explorée, qui à mon sens ne l'est pas suffisamment, c'est ce qu'on appelle les politiques macro-prudentielles, qui essayent en effet de ne pas s'en tenir simplement à des réglementations bancaires étroites, mais avoir une vision, disons, plus macroéconomique de l'évolution du crédit et de la monnaie. Donc voilà, ça serait ce type de démarche qui pourrait être pensée comme en phase avec le corps théorique que je propose. André Orléans, pour conclure cet entretien, la vraie crise financière, elle est devant nous? Oui, je crois que, enfin, je pense qu'on n'a pas tiré les conclusions d'usage. Avec toutes les précautions d'usage, je dirais qu'on n'a pas tiré les conclusions véritables de la crise de 2007-2008. Je pense que ce diagnostic sur l'instabilité financière et sur le rôle, je dirais, parasite et trop puissant aujourd'hui dans nos économies de la finance n'a pas été tiré et qu'une des raisons des difficultés que nous connaissons, c'est cela. Et qu'on a devant nous des crises financières à venir et des difficultés financières à venir parce qu'on n'a pas fait ce travail intellectuel. L'empire de la valeur refondait l'économie, André Orléans. Merci. Merci à vous.